France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, votre émission sur France 24 et les chaînes parlementaires. Nous allons parler dans la seconde partie, la partie débat de ce programme, des politiques d'immigration, une obsession trumpienne mais aussi européenne. Et pour commencer, rudoyés par le président américain, les 27 ont été confrontés à l'hypothèse que leur allié historique puisse recourir à la force pour s'emparer du territoire autonome danois du Groenland. Si la menace est momentanément suspendue, ils ont remis à plat toutes leurs relations transatlantiques lors d'un sommet extraordinaire du 22 janvier, auquel participait d'ailleurs notre invité, puisqu'il s'agit d'Andrej Plenković, Premier ministre depuis 10 ans de la Croatie, pays balkanique de 3 800 000 habitants, qui a rejoint l'Union européenne en 2013. Bonjour, monsieur le Premier ministre, en duplex depuis Zagreb avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, le président américain a retiré sa menace d'invasion du Groenland dans un revirement dont il a le secret. Vous avez trouvé les leaders européens ébranlés dans leur confiance en la relation transatlantique ? D'abord, je dois dire que la situation était un peu différente par rapport au moment quand M. Costa a convoqué la réunion. Parce que avant, il y a quelques jours, il y avait cette, disons, menace de prendre Groenland, ou plutôt passer le message de vouloir l'acheter de Danemark. Et deuxièmement aussi d'imposer les droits de douane vis-à-vis des 8 pays qui se sont prononcés d'être là en solidarité avec la Groenland et la Danemark. Je crois que pendant le discours du président Trump à Davos, moi j'y étais personnellement, j'ai passé 2 jours et demi à Davos, et il a fait 2 pas en arrière. Le premier pas en arrière était de dire « Ok, moi je suis intéressé pour le Groenland, j'aimerais bien l'acheter. Si il n'est pas vendu du côté de Danemark, de Groenland, je ne suis pas content, je ne dois pas oublier, mais je n'utilisais pas la force. » Alors c'était la première des escalades. Deuxième des escalades est arrivée quelques heures plus tard, après la réunion avec le secrétaire général de l'OTAN, M. Rutte, qui était ici à Zagreb il y a 10 jours. J'étais au courant qu'il y avait des efforts pour trouver une solution plutôt généralisée, collectivisée des pays d'Arctique, de l'Union européenne et de l'OTAN. Et après cette communiqué vers le public du président américain a notamment écarté l'option des droits de douane pour le 1er février et le 1er juin. Alors, dans ce contexte-là, nous nous sommes trouvés hier et il y avait quelques débats assez francs, assez directs par rapport aux relations entre l'Union européenne et les États-Unis. Il y avait 3 points très importants. Le premier point était la solidarité complète de tous les 27 vis-à-vis Danemark et le Groenland, pas du point de vue de l'intégrité territoriale. Deuxième point était de faire des efforts pour rétablir, je dirais, le plus possible, la normalité dans le contexte des relations transatlantiques, parce que les relations transatlantiques était vraiment, je dirais, le fondament de l'ordre international après la Deuxième Guerre mondiale, était la fondation de l'OTAN, la fondation de l'Union européenne, de beaucoup d'autres organisations internationales. Et le troisième point, au cas où il y a une nécessité de réagir, il y a des instruments qui sont là, qui sont prêts un peu pour faire un équilibre dans le domaine des droits de douane ou les mesures d'anti-coercition qui étaient préparées par la Commission et finalement de voir comment mettre en œuvre tous ces instruments pour effectivement réaliser l'accord de cet été entre la Commission et les États-Unis. Alors, c'était une réunion assez, je dirais, constructive, mais en même temps tenant compte que les tensions ne sont pas arrivées du côté européen. La semaine a été, en effet, vous l'avez souligné, très anxiogène. On fait tout de suite le point avec Isabelle Romero dans l'Europe en bref.
Victoire pour les agriculteurs et les Français opposés au Mercosur. Par 334 voix pour et 324 contre, les eurodéputés ont décidé de saisir la Cour de justice européenne pour vérifier la légalité de l'accord commercial entre l'UE et 4 pays d'Amérique du Sud. L'avis de la Cour pourrait prendre 18 mois, mais la Commission envisagerait une entrée en vigueur provisoire du volet commercial dès mars prochain. Un déni de démocratie, se récrit la France. Au Forum économique de Davos, Donald Trump a renoncé à envahir le Groenland et a imposé des surtaxes douanières aux 8 pays européens qui avaient déployé des soldats au Groenland. Suite à une réunion avec Mark Rutte, le chef de l'OTAN, il annonce un accord. C'est l'accord ultime à long terme et je pense que ça met tout le monde dans une très bonne position, surtout en ce qui concerne la sécurité, les minerais et tout le reste. Mais les Groenlandais et les Danois qui n'ont pas été consultés restent prudents. Lors d'un sommet extraordinaire à Bruxelles, les 27 ont fait preuve d'unité après des semaines de menaces américaines. Antonio Costa, président du Conseil. L'Union européenne continuera à défendre ses intérêts et à se défendre elle-même contre toute forme de coercition. Les 27 ont par ailleurs exprimé leurs doutes sur l'utilité du Conseil de paix de Donald Trump, qu'en Europe, seules la Hongrie et la Bulgarie ont rejoint. Depuis Davos, Volodymyr Zelensky a critiqué ses alliés européens et considéré que les garanties de sécurité américaines étaient suffisantes. Andrei Plenković, selon vous, qu'est-ce qui a été déterminant pour faire reculer Trump ? Est-ce que précisément cet mécanisme anti-coercition qui pourrait toucher les géants du numérique, ça a beaucoup joué, selon vous ? C'est l'état de l'économie qui l'inquiète ? Les marchés n'ont pas vraiment très positivement réagi dans ce contexte de la tension qui a monté entre les États-Unis et l'Union européenne. C'était le premier point. Deuxième point, on n'a pas vu le grand soutien dans l'opinion publique américaine vis-à-vis de cette question de Groenland. Et troisièmement, peut-être c'était un peu de la méthode qu'on a déjà vue du côté du président Trump, d'essayer de monter des expectations et après revenir quelque part en arrière et calmer le jeu et chercher de trouver une solution, un compromis qui pourrait être satisfaisant pour les intérêts de sécurité des États-Unis en même temps de ne pas toucher à l'intégrité territoriale de la Danemark ou je dirais, renforcer la coopération arctique avec le soutien des autres membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Je trouve qu'il y avait un peu de tension, mais déjà demain ou l'après-demain, on aura d'autres sujets. Et je trouve que l'Union européenne, plus ou moins, a tenu, je dirais, une position assez coordonnée, assez consistante. Et on a montré une ligne qui dit, écoutez, la question de l'intégrité territoriale d'aucun des membres de l'Union européenne ne peut pas être mis en question. Pendant ce temps-là, en plus, les grands fonds de pension danois et suédois ont vendu une majeure partie de leurs bons du Trésor américain. Ils disent en raison de la fragilité des finances publiques américaines. Et Donald Trump a dit qu'il allait lancer de grosses représailles si les pays européens commençaient à vendre de la dette américaine. Oui, il s'agit aussi de cette situation qui est extrêmement liée avec la situation économique. Quand vous regardez le discours du président Trump à Davos, je crois que la moitié des discours était dédiée à son bilan de sa première an, de son deuxième mandat, où il a essayé de présenter tout le succès de son administration par rapport à l'état de lieu qui a succédé, si je peux dire, le 20 janvier l'année dernière. Et dans ce contexte-là, je crois que monter des tensions politiques entre les alliés n'a pas beaucoup de sens. Je trouve qu'on a énormément d'autres sujets qui sont les vrais problèmes globaux. Et les amis, les alliés, les partenaires, comme les États-Unis et les pays de l'Union européenne, ne doivent pas être dans un débat qui est un peu hallucinant. On parle au mois de décembre avec le régime restrictif des sanctions vis-à-vis de la Russie et quelques semaines après, on parle des instruments qu'on a à la disposition pour répondre au cas où il y a une continuité de tension vis-à-vis de la coercion. C'est un instrument qui n'était pas fait pour les États-Unis, mais il y a pour la Chine, Lituanie vis-à-vis de la Chine. Voilà, c'est ça. Alors, notre ligne comme la Croatie, et j'étais un avocat fervent de ça, il faut calmer le jeu, essayer de rétablir le dialogue, nourrir nos rapports, parce qu'on doit rester des partenaires dans un monde où tout a changé. Dans un contexte de changement, il faut plutôt cultiver des relations transatlantiques que
faire des gestes qui peuvent détériorer la situation. Alors, et peut-être aussi, j'ai envie de dire, chercher de nouveaux partenaires, parce que les Allemands et le président du Conseil européen ont demandé que le Mercosur, l'accord avec les pays du Mercosur, soit appliqué à titre provisoire. Le gouvernement français, qui est très défavorable à cet accord, trouve que c'est une sorte de déni démocratique après la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne par le Parlement européen. On parle d'ailleurs de le mettre en œuvre dès le mois de mars, mais c'est politiquement sensible pour la présidente de la Commission. Oui, c'est un sujet d'abord qui est à la table il y a 25 ans. Alors après les longues négociations, finalement, on a eu une opportunité de conclure cet accord. Ce qui était fait au Parlement européen, je crois, c'était un message de renvoyer le texte devant la Cour pour voir est-ce que tout est dans la conformité quand il s'agit de la substance de cet accord. Moi, je trouve qu'il y a des points de vue différents des différents pays. Certains aimeraient bien avoir cet accord déjà en force pour élargir l'exportation de l'Union européenne vis-à-vis des pays du Mercosur. Des autres pays ont un peu peur vis-à-vis des produits agricoles qui peuvent être présents dans une beaucoup plus large, substantive au marché européen. Je trouve que dans le contexte de cet accord, il y a beaucoup de mécanismes de protection, de différents quotas. Donc ça vous satisfait. On a compris que cet accord vous satisfait et que vous êtes pour sa mise en œuvre. Pour nous, c'est pas une situation qui est comparable à cette atmosphère que je comprends et je l'ai vu en France. Pour nous, cet échange ne représente pas une difficulté pour la Croatie. Et s'il y a une décision d'une application provisoire, pour nous, ça ne changerait pas beaucoup. Le président américain Donald Trump a par ailleurs signé jeudi à Davos la charte fondatrice de son Conseil de la paix en présence d'une vingtaine de dirigeants de pays ayant accepté de rallier cette instance. D'abord, on a, comme la Croatie, on a reçu l'invitation de président Trump et moi je suis très reconnaissant pour cette invitation, mais comme l'invitation et le projet de texte qui était signé à Davos est arrivé pratiquement un jour et demi avant la date de la signature. Pour nous, au raison des contraintes constitutionnelles, juridiques, c'est impossible d'arriver tout de suite signer un document de ce type. Alors nous, on a dit à nos partenaires américains qu'on va étudier le texte, voir, analyser quel est le rapport de cet texte, comité pour la paix vis-à-vis des structures existantes des Nations Unies, quel est le rapport d'ordre juridique, ce qu'on a au niveau de l'Union européenne, et est-ce que nous sommes toujours là dans le cadre de ce qui était prévu avec les décisions des Nations Unies comme un suivi du plan de paix du président Trump pour Gaza. Pour le moment, ce qu'on a vu, c'est une organisation internationale complètement nouvelle qui a pour objectif promouvoir la paix et, je dirais, la reconstruction après le conflit dans les différents théâtres mondiaux. Alors, nous allons continuer d'étudier ce document, faire les nécessaires consultations en Croatie aussi, concerter avec nos partenaires. Il y a complètement différents points de vue au sein des pays du Conseil européen. Certaines de nos partenaires, notamment l'Hongrie et la Bulgarie, ils ont déjà fait partie de cette signature, mais ça ne empêche pas les autres de coordonner la position qui pourrait toujours avoir comme objectif faire des gestes qui pourraient faciliter les relations transatlantiques, parce que cette nouvelle organisation, elle va commencer son travail sans ou avec les pays européens. Ce qu'il faut, c'est essayer de préserver l'unité européenne le maximum possible et en même temps participer d'une manière qui est acceptable de niveau juridique et de niveau politique de côté européen. Le président ukrainien, de son côté, qui était à Davos aussi, qui a rencontré Donald Trump, a dit avoir trouvé un accord avec Donald Trump sur des garanties de sécurité pour assurer le maintien en cas de paix en Ukraine. Vous dites bravo, vous dites il devrait se méfier quand même des garanties américaines puisque le gouvernement, l'administration Trump, à tout sujet, sort du chantage, de la pression, de l'extorsion. C'est quand même compliqué, ces garanties américaines. Qu'est-ce que vous dites ?
Je crois que le président ukrainien Zelensky il a signalé très clairement que l'Ukraine est prête pour les négociations d'un accord de paix. Nous avons une situation où la Russie ne cesse pas d'attaquer, l'Ukraine qui se défend et qui essaie de faire des efforts pour la paix, l'initiative politique qui est arrivée dans le mandat du président Trump et une participation constructive de côté des alliés européens vis-à-vis les garanties de sécurité, mais aussi de créer un espace pour la reconstruction de l'Ukraine et aussi voir comment l'Ukraine peut avoir son perspective européenne peut-être plus rapidement qu'il était prévu normalement. Je crois que les garanties de sécurité qui viennent des États-Unis sont très importantes pour le président Zelensky parce que l'Ukraine a cette mauvaise expérience d'accord de Budapest il y a un peu plus de 30 ans quand tous les grands pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité ont dit « Ok, vous allez abandonner votre arsenal nucléaire et nous serons là pour protéger votre sécurité ». Malheureusement, ce qui s'est passé est complètement l'inverse. Alors, l'Ukraine est toujours très prudente. Alors, je dis au président Zelensky d'essayer de trouver un accord qui, de point de vue de jure, ne signifiera aucune concession de territoire ukrainien à la côté russe. Parce que ça serait pas seulement très difficile pour cette génération de dirigeants politiques ukrainiens, mais ça serait un précédent qui posera des difficultés dans l'avenir pour beaucoup d'autres situations qui peuvent se passer. Alors c'est là où la sécurité en Ukraine, où la défense ukrainienne est très importante pour le continent européen, pour tous les pays de l'Union européenne, et c'est pour ça qu'on a vraiment montré une solidarité incroyable vis-à-vis de l'Ukraine, de la Croatie, y compris dans les différentes manières. Et il ne faut pas jamais laisser que l'agression sera récompensée du point de vue de prendre le territoire de quelqu'un d'autre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Andrej Plenković, d'avoir été notre invité. Restez en notre compagnie. C'est le débat maintenant à Bruxelles, consacré à la politique d'asile et de migration de l'Union européenne. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, pour parler de l'une des priorités de la Commission européenne et des États membres, la question de l'immigration. En décembre, les 27 se sont accordés sur un durcissement de la politique migratoire européenne. Ils proposent le renvoi de migrants irréguliers hors des frontières de l'UE vers des centres de retour ou des pays tiers dont ils ne sont pas originaires. Une réforme saluée d'ailleurs par le ministre danois de l'immigration en décembre dernier. On l'écoute tout de suite. Nous avons franchi une étape très importante pour reprendre le contrôle de l'immigration au sein de l'Union européenne. Dans quelques années, on dira que cette journée a été historique, car ces décisions prises aujourd'hui n'ont pas de conséquences pour demain, mais elles auront un impact considérable dans les années à venir. Alors ce système est déjà testé par la droite radicale de l'italienne Giorgia Meloni avec des centres de retour construits en Albanie, mais portés devant la justice et dénoncés par les ONG qui craignent des atteintes aux droits de l'homme. Et puis, la Commission européenne doit publier en février prochain sa stratégie sur l'asile et l'immigration pour les 5 prochaines années. Bruxelles pourrait conditionner l'obtention de visas et d'aide au développement pour les pays de départ à la réadmission de leurs ressortissants expulsés. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mounir Satouri. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français pour les écologistes, président d'ailleurs de la sous-commission des droits de l'homme ici au Parlement européen. Paolo Borchia, bonjour, député européen italien, membre du groupe des Patriotes pour l'Europe, l'extrême droite de l'hémicycle européen. Et en Italie, vous appartenez au parti de la Ligue qui est en coalition au pouvoir sous Giorgia Meloni, donc qui est la chef de gouvernement. Paolo Borchia, je commence par vous. Il y a eu en 2025 une baisse de 20% des entrées irrégulières sur le sol européen. Est-ce qu'il y a donc besoin de durcir encore un peu plus la politique migratoire ? Mais je pense que la limite principale, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de retours de migrants illégaux. Donc, s'il n'y a pas de sanctionnement, ça va être difficile d'avoir une politique migratoire efficace. Moi, je pense qu'il faut rester
humaine, mais il faut être sérieux dans la gérance du politique migratoire. Donc, on va voir qu'il y a une différente attitude de part de la Commission européenne, au niveau du Conseil aussi. Et donc, moi, je crois qu'il faut avoir l'objectif d'avoir une gérance plus pragmatique pour avoir une immigration de qualité et pas seulement de quantité. Alors, pragmatique, ça veut dire quand même un durcissement que souhaite notre invité, Mounir Satouri. Est-ce que vous êtes, d'ailleurs, vous constatez que ce discours, il fait école en quelque sorte, puisque le ministre danois qu'on a vu, ils sont socialistes, les Danois. C'est un gouvernement social-démocrate qui est en train de demander au niveau européen le durcissement de la politique migratoire. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Mais c'est ça qui est terrible. On avait besoin d'un nouveau pacte asile-migration dans lequel on devait réintroduire de la solidarité entre États membres, dans lequel on devait mettre de l'efficacité pour éviter que des milliers de personnes meurent en Méditerranée, et dans lequel on devait apporter de l'humanité et répondre à partir de nos valeurs. Tout cela est passé à la trappe au moment de l'élaboration l'année dernière du pacte asile-migration. C'est un échec total. Et en vérité, les sociodémocrates, les libéraux, la droite européenne courent enfermés dans une cage de hamster derrière l'extrême droite. Et comme ce sujet prend dans les opinions publiques, ils ont voulu dire on va faire les idées de l'extrême droite sans l'extrême droite. Et en fait, ça ne marche pas. Et on voit que, alors que ce pacte asile-migration n'est même pas mis en œuvre, qu'aujourd'hui la Commission vient avec l'idée d'un nouveau dispositif, d'un nouveau règlement pour renforcer encore par rapport aux idées du passé. Tout cela est inefficace. Tout cela est inefficace. Et je vais le dire de manière aussi tranquille que possible. Rien n'empêchera un candidat au départ qui pense qu'en restant de l'autre côté, il a plus de chances de mourir qu'en essayant de traverser sur un autre fortune, ne l'empêchera de traverser. Si les Européens et les Européennes vivaient des situations de guerre, étaient confrontés à la mort imminente ou une instabilité terrible, ils chercheraient à traverser pour aller de l'autre côté et ils pensent que ça va mieux. Et donc, c'est une politique radicalement différente qu'il faut mettre en œuvre, mais ce n'est pas le choix que font les dirigeants européens. Alors au cœur de cette réforme européenne, il y a la création de centres de retour hors de l'Union européenne. Ces hubs de retour, ils sont très critiqués par des ONG de défense des réfugiés, notamment l'association française La CIMAD. On l'écoute. Donc on ne sait pas pour combien de temps les personnes pourraient être enfermées dans ces centres, essentiellement en fait des centres de rétention administrative à l'étranger. On ne sait pas dans quelles conditions en fait les personnes pourraient être enfermées. Et en plus, on sait très bien que les conditions, même de rétention administrative en France ou partout en Europe, sont parfois extrêmement dégradées. Et là, il y aurait encore moins de regard en fait, car ces centres seraient localisés dans des pays hors UE, qui souvent n'ont pas, en tout cas, les mêmes exigences en termes de droits fondamentaux. Paolo Borchia, vous entendez que le Rwanda, l'Ouganda, des pays dans lesquels les personnes n'auront aucun lien, ne vont pas forcément respecter aussi bien les droits de l'homme que nous-mêmes, et donc on leur applique pas nos normes. Mais je pense qu'en Albanie, je ne pense pas qu'il y a des problèmes, des grands problèmes au niveau du respect du droit de l'homme. En Italie, je vous parle d'un exemple de mon pays, il y a eu différents problèmes avec les interprétations du juge. On est en train de parler d'une justice qui parfois c'est trop idéologique. Parce que l'idée de... les droits de l'homme, c'est une idéologie selon vous ? Non, mais je suis en train de parler de quelque chose de plus concret parce qu'en Albanie, on a réalisé des centres modernes avec des standards de sécurité et donc on n'a pas compris parce que la justice italienne et la justice européenne ont dit que ça n'était pas une démarche qui était compatible avec le droit international et les conventions que vous aviez signées. Mais je pense que si Mme von der Leyen a parlé des solutions dans le pays tiers, je ne pense pas que c'est une solution très de fantaisie. Je pense que s'il veut donner des solutions, il faut inventer quelque chose de nouveau. Et je pense que la solution du pays tiers peut être une solution vraiment efficace. Oui. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui, Mme von der Leyen et la droite européenne sont sous la pression de l'extrême droite européenne.
Et d'ailleurs, c'est les voix de l'extrême droite européenne qui leur permettent de dérouler notamment le détricotage des politiques environnementales. Mais je ferme la parenthèse. En fait, ce qui se passe en Albanie est déjà documenté. Et il y a plein d'ONG sérieuses et qui font un travail sérieux qui démontrent qu'il y a eu des atteintes flagrantes aux droits de l'homme. Et puis surtout, nous, Européens, on a connu la situation libyenne et la complicité avec les gardes-côtes libyens. Nous avons par le passé financé des gardes-côtes libyens qui ont retenu des migrants subsahariens dans des conditions terribles, qui ont été réduits en esclavage. Il y a eu des viols de femmes, il y a eu des exactions terribles contre les droits de l'homme. On a même été dans des rapports de l'ONU accusés de complicité, de crimes contre l'humanité. C'est ça le modèle européen. Moi, je suis effondré de voir ce qui est en train de devenir cette Europe. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de solution pour empêcher l'arrivée de migration si ça ne passe par une meilleure organisation entre États membres européens, par une plus grande protection des personnes les plus vulnérables et par un partage entre États membres européens de l'arrivée des migrations. Et d'ailleurs, Madame Meloni, depuis qu'elle est au pouvoir, alors qu'elle affirme un discours de plus en plus dur et influe sur la position européenne, régularise à tour de bras parce que l'économie italienne a besoin de moins d'œuvre. Aujourd'hui, l'agriculture italienne, ne peut pas se passer de la main-d'œuvre étrangère et de la migration. La réponse de Paolo Borca. Un instant, je n'ai pas compris. Il y a effectivement eu une grande vague de régularisation en Italie. Oui, mais on a besoin de main-d'œuvre de qualité. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir l'illusion qu'il y a de place pour tout le monde. Mais je voudrais dire qu'on ne peut pas penser que les modèles de gérance de l'immigration actuels peuvent être les modèles du futur. On est en train de parler de chiffres différents. Regarde le passé. Donc, il faut inventer quelque chose à nouveau, quelque chose qui va responsabiliser les pays tiers aussi. Et puis Mounir Satouri, cette réforme revoit la notion de pays sûr. Concrètement, des déboutés du droit d'asile pourront être renvoyés dans des pays sûrs qui n'ont aucun lien avec leur pays d'origine. Est-ce qu'il faut s'opposer complètement, selon vous, à ce système des pays sûrs ou est-ce qu'il faut garantir et vérifier la sécurité dans ces pays sûrs? Alors d'abord, ce n'est pas des pays sûrs, c'est des pays labellisés sûrs par les autorités européennes. Je vais vous raconter un exemple récent. Nous avons, il y a un mois, voté une résolution qui condamne le régime tunisien, notamment sur l'emprisonnement d'une avocate connue et célèbre. À la même semaine, les députés qui votaient pour dire que des atteintes aux droits de l'homme, à l'état de droit, sont flagrantes en Tunisie, reconnaissaient la Tunisie comme pays sûr. Il y a une incohérence terrible dans cette affaire. Et donc, en fait, si nous voulions faire ça sérieusement, il faudrait qu'on confie à une autorité indépendante avec des critères objectifs qui pourraient nous permettre de définir ce qui est un pays sûr ou pas. Et je reviens sur la réponse du collègue tout à l'heure. Il disait « Oui, mais je suis pour la régularisation ou l'arrivée des migrants, mais d'une main-d'œuvre efficace. » Mais vous êtes qui pour décréter qui est efficace et qui ne l'est pas? Et pourquoi vous voudriez nous faire croire... C'est l'économie qui va répondre, pas moi. Je ne vous ai pas interrompu. Qui êtes-vous pour nous faire croire que les migrants qui sont aujourd'hui en Italie ne sont pas des candidats complètement compétents pour occuper un certain nombre de postes? Ce qui vous intéresse, c'est la fin du droit. C'est la fin des protections. Vous êtes en train de rigoler ou quoi? Vous voulez main-d'œuvre à des prix bas, je l'ai jamais dit, sans salaire minimum, dans des conditions d'hébergement terribles, qui sont à la merci des employeurs, sans le respect du code du travail, sans droit au syndicalisme, sans protection sociale. Et ça, c'est pas mon modèle, c'est pas mon Europe. Moi, je suis en train de dire des concepts très concrets. Vous parlez avec l'idéologie. Non, vous ne connaissez pas la réalité de l'Italie. Donc, si vous voulez parler avec des slogans, avec l'idéologie, vous êtes libre. Alors, très concrètement, la Commission, en février... Des êtres humains qui sont confiés à des gardes qui touchent à leur dignité et à leur humanité, c'est très concret, c'est pas de l'idéologie. Vous n'êtes pas les conducteurs. Alors, la Commission européenne va publier en février sa stratégie migratoire pour les 5 prochaines années, pour inciter les pays d'origine à reprendre leurs ressortissants expulsés de l'Union européenne, donc par réadmission. Ils vont jouer sur les visas, l'obtention des visas, conditionner les aides au développement à ces pays. Est-ce qu'on fait encore de l'aide humanitaire ou est-ce qu'on fait maintenant du chantage, en particulier aux pays africains? Mais je pense qu'il y a des difficultés effectives pour les pays de première arrive. Mais
je crains qu'il y a des mesures qui sont de façade. Parce que je pense que les projets du pacte posent encore de nombreux problèmes. Il y a beaucoup, notamment à l'Espagne, à l'Italie, en Grèce, il y a beaucoup de problèmes liés aux nombreux migrants qui arrivent. Mais sur le fond, est-ce qu'il faut conditionner les visas à la réadmission des ressortissants expulsés dans les pays de départ, concrètement? Oui, il peut être une première mesure pour essayer de trouver un peu plus d'efficacité. Alors, on parle d'efficacité. L'Union européenne avance que 20% finalement des déboutés du droit d'asile quittent le territoire effectivement en Europe. Et aujourd'hui, met sur la table l'idée qu'on va conditionnaliser toute l'obtention des aides au développement, des visas, etc., à la question migratoire. Mais tout ça est ridicule, on marche sur la tête. Depuis déjà 30 ans, on aurait dû revoir notre politique d'aide au développement et notre stratégie de co-développement avec l'Afrique. Parce que ce qui peut vraiment réduire les candidats au départ, c'est que les gens vivent bien chez eux et en sécurité. On n'a pas fait cela. On a parfois vendu des armes à des belligérants qui ont créé une instabilité qui a poussé des gens à partir. Et aujourd'hui, constatant tout cela, on se dit on va réduire le nombre de visas pour les pays d'où les gens partent. Mais ceux qui partent, ils ne partent pas avec des visas. Hein. Ils partent en payant de plus en plus cher, des passeurs, parfois au risque de leur propre vie. Et donc tout ça, je le rappelle, n'est pas efficace. Il faut effectivement revoir de manière fondamentale et importante notre politique de coopération et de développement pour permettre aux gens de vivre correctement chez eux, d'avoir droit à une éducation, à un emploi, bref, à un avenir, à une espérance pour éviter qu'ils partent. Mais cette politique de chantage est complètement ridicule. Ceux qui partent, ils prennent le risque, je le disais, de mourir. Parfois, ils vendent tout ce qu'ils ont pour pouvoir payer des passeports pour venir. Et puis, ils jettent ou brûlent leurs propres papiers d'identité. Donc, ils sont difficilement identifiables. Et donc, vous voyez que ils sont comme le grand lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, où ils courent derrière les idées de l'extrême droite pour essayer de se rattraper, sans jamais faire la moindre démonstration que cette politique-là sera efficace. Donc, Paolo Borca, ce ne sera peut-être pas efficace de diminuer l'aide au développement, diminuer les visas pour que ces pays de départ acceptent davantage de ressortissants expulsés. Mais je pense que s'il y a la coopération du pays tiers, ça va être plus facile. Moi, je pense que l'Union européenne a fait des investissements très importants dans les pays tiers, mais il faut avoir des pays qui vont coopérer pour gérer la migration. Sinon on va jeter l'argent. Vous avez parlé d'alliance justement dans ce Parlement de la droite et de l'extrême droite. Est-ce qu'elle va opérer pour voter, par exemple, au Parlement européen en mars 2026, le fameux pacte migratoire rénové qui doit aboutir en juin, c'est-à-dire finalement l'externalisation des demandes d'asile, mais aussi les retours dans des hubs à l'extérieur de l'Union, Attention, etc. rénover pourrait donner l'illusion qu'il y a quelque chose de positif. Durci. Renforcé. Moi, je le pense. Je pense qu'on aura cette alliance droite extrême droite pour voter. Et je pense que les collègues se plantent, que tout ça n'est pas efficace. Pour moi, les solutions, elles passent par un triptyque simple. Voie légale et sûre, accueil digne et répartition et solidarité entre États membres européens. Paolo Borca, vous appelez à cette alliance entre le centre-droit du Parti populaire européen et les différents groupes d'extrême droite au Parlement européen pour voter ces durcissements? Mais très simplement, je pense que l'hémicycle a été dessiné par les électeurs. Donc, on ira analyser la version finale du projet du règlement, du pacte, et on ira essayer la solution meilleure parce qu'on ne peut pas plus attendre, je pense. Non. Merci à vous d'avoir illustré ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi sur nos antennes. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.